Hey, 大家好. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui n'est pas un roman, mais plutôt un récit de mémoire. Des mémoires qui vont vous plonger en plein milieu de la cité interdite à la fin des années 1800, au plus proche de l'impératrice douairière Cixi. Mais avant de nous plonger dans cette cage dorée où chaque geste et parole était longuement réfléchi et codifié, où un seul faux pas pouvait vous faire perdre la tête, installez-vous bien confortablement, prenez de quoi boire, de quoi manger, et c'est parti juste après le générique. Ces mémoires appartiennent à une ancienne dame de cour qui s'appelle He Rong-er, enfin qui s'appelait maintenant. Cette femme avait servi l'impératrice douairière Cixi pendant 8 années. Faisant partie d'une famille mandchoue, He Rong-er a été choisi d'office par le ministère de l'Intérieur pour aller servir dans la cité interdite comme toutes les jeunes filles mandchoues. C'est donc à l'âge de 13 ans que notre dame de cour a fait ses premiers pas dans le palais impérial. Étant donné que la dame de cour ne savait ni lire ni écrire, c'est Jin-Yi, un ami à elle, qui a mis toutes ses mémoires par écrit et qui en a fait par la suite un livre, celui-ci. Mais avant de nous plonger dans le passé de cette femme, nous allons nous pencher sur la vie de l'auteur, Monsieur Jin-Yi, parce que je trouve qu'il a eu une vie assez intéressante. Jin-Yi est le nom de plume de Wang Xifan, né en 1917 dans la province du Hebei. C'est dans les années 30 qu'il gagne la capitale chinoise pour étudier la littérature chinoise dans la prestigieuse université de Pékin. C'est lors de ces années d'études qu'il fera la rencontre de sa future épouse et de He Rong-er, l'ancienne dame de cour de la cité interdite. Lui et ses camarades ont rendu plusieurs fois visite à la vieille femme pour écouter assidûment sa vie passée au sein de l'ancien palais impérial. Après avoir tous les deux été diplômés, Wang Xifan et sa petite copine se sont mariés. Mais le début de leur vie conjugale fut assez mouvementé. Il était extrêmement difficile de trouver du travail avant 1949 et ne trouvant pas de travail stable, ils ont dû vendre tout ce qui leur était précieux pour survivre. Ils se sont donc séparés avec regret de leurs nombreux livres, leur alliance, leurs cadeaux de mariage, leur mobilier. Mais l'argent amassé ne suffisait pas. En 1942, alors que le couple était au plus bas, le président de l'université de Pékin avait proposé à Wang Xifan une place de professeur à la faculté de lettres d'Hiroshima. C'était une chance inouïe pour le couple qui n'en voyait pas la fin. Malheureusement, ce qu'ils croyaient être une chance n'en était pas une, au contraire, et cela les a marqués, les a suivis toute leur vie. C'était l'époque où l'armée japonaise envahissait les pays étrangers. Les hommes étaient absents, donc les femmes vivaient seules avec leurs enfants, et puis il y avait beaucoup de veuves, le peuple vivait de rations, et à Hiroshima, il n'y avait plus de nourriture, plus de produits essentiels. Les magasins et épiceries étaient tous fermés car il n'y avait plus rien à vendre. C'est dans cet environnement que le couple et leur fils aîné ont posé les pieds sur le sol japonais. Et c'est là pour eux que le cauchemar a vraiment commencé. Manquant de nutrition, la santé du petit garçon s'est vite dégradée et il a fini par devenir handicapé. Ils ont finalement pu rentrer en Chine lorsqu'ils ont reçu un recommandé les informant que leur mère était gravement malade. Ils avaient rejoint Pékin 2 mois avant que l'armée américaine ait largué la bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Après leur retour à Pékin, Wang Xifan a eu un nouveau contrat pour travailler dans une banque de Jinan, dans la province du Shandong. Mais bien que l'endroit était beau, leur morale est tombée à zéro, encore une fois. Une nuit, leur deuxième garçon a eu une grosse montée de fièvre, mais puisqu'à cette époque le gouvernement japonais avait imposé un couvre-feu sévère, le couple n'a pas pu emmener leur bambin se faire soigner, et lorsque la nuit fut passée, il était déjà trop tard. Leur petit garçon n'a pas survécu. Il avait 8 mois à peine. Ils s'étaient installés à Jinan pour avoir une chance de subsister, mais ils ont dû faire face à un décès prématuré et pour couronner le tout, le bureau dans lequel Wang Xifan devait travailler a mis les clés sous la porte. Il avait également perdu son travail.
Étant donné que les routes pour retourner à Pékin étaient toutes détruites et bloquées, la famille a dû rester dans leur enfer sans électricité et ils ont fini par laisser tout ce qui leur restait jusqu'aux vêtements pour rentrer à Pékin 7 mois plus tard. C'est peu après que Wang Xifan est tombé gravement malade. Mais bien qu'il était gravement malade, il a quand même pu trouver un poste d'enseignant dans le deuxième collège de Pékin. Il a donné ses cours en étant malade comme ça jusqu'à la libération où il a fini par s'effondrer littéralement. Il a été opéré du rein en 1950 et a dû rester une longue période alité. C'est justement à cette période-là que le couple a repris contact avec l'ancienne dame de cour et l'ont engagée comme femme de ménage. C'est comme ça qu'une profonde amitié s'est installée entre eux et c'est comme ça que la vieille femme a bien voulu raconter sa vie entre les murs de l'ancien palais impérial et ce jusqu'à ce que Wang Xifan soit rétabli, les enfants tous mis à l'école. Avant les années 50, Wang Xifan a été également envoyé à l'école supérieure de Xibei à Lanzhou pour enseigner. Mais il n'a pas pu supporter le climat de là-bas et il est très vite revenu à Pékin et il a commencé à être malade. Et il n'a plus jamais quitté Pékin de toute sa vie. Après son retour à Pékin, il a enseigné la littérature aux ouvriers et aux cadres de l'établissement de l'industrie charbonnière et de l'école de mécanique, où il avait une certaine renommée. Puis la lutte anti-droite a débuté. Et au vu de ses conditions d'enseignement assez franches, de ses problèmes professionnels, le fait qu'il a déjà enseigné au Japon, tout ça a fait qu'il a été mis sur la liste des droitistes. Dit être inscrit sur la liste des droitistes, dit être envoyé au travail forcé. Mais grâce à ses capacités intellectuelles, il a vite été écarté des partisans de droite et on lui a rapidement donné une place d'enseignement dans la section d'éducation de l'usine. Alors à ce qui paraît, ses cours étaient pleins à craquer, plus de place assise. Bref, il avait du public. Il a pris sa retraite 20 ans plus tard, mais il n'a jamais cessé ses activités littéraires. Malheureusement, le sort s'est acharné sur cet homme car peu de temps après sa retraite et à cause d'une vie mouvementée et remplie de stress, il a eu une thrombose cérébrale qui lui a complètement paralysé le côté droit de son corps. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a arrêté d'écrire. Il s'aidait de sa main gauche pour écrire de la main droite. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là qu'il a écrit le livre Mémoire d'une dame de cour dans la cité interdite. C'est peu après son problème cérébral qu'un de ses élèves, M. Yang Naiji, est allé lui rendre visite pour lui demander des renseignements sur la cité interdite. M. Yang devait s'occuper des décors de la prochaine série télévisée Rêve du pavillon rouge et avait besoin d'avoir des informations sur la cité interdite. C'est donc en s'aidant de sa main gauche que Wang Xifan, alias Jin Yi, a commencé la rédaction du prochain livre Mémoire d'une dame de cour dans la cité interdite. Mais attention, le livre n'est pas sorti de suite. Wang Xifan avait commencé son travail d'écriture dans les années 80 en publiant des petits articles, des petits textes dans la revue de la Cité Interdite, et ce pendant 10 années. Ce n'est qu'en 1992 que tous ces récits-là ont été regroupés pour former un livre. Jin Yi a donc commencé à mettre par écrit les mémoires de la vieille femme 40 ans après les avoir entendus, soit plus de 80 ans après les faits. Et oui, Jin Yi a côtoyé la vieille femme dans les années 40-50 et tous ces souvenirs-là dataient de la fin 1800, début 1900. Donc tout ça n'a pas été écrit à la fraîche comme on dit. C'était donc un travail fastidieux pour lui. Il a fallu qu'il se replonge dans ses propres souvenirs passés en compagnie de la vieille dame. Il s'est également fait aider par son épouse. Ils ont mis leurs souvenirs en commun pour écrire ce qu'ils se souvenaient clairement, laissant de côté les souvenirs trop flous. Et il s'est juste contenté à retranscrire les dires de la vieille femme. Voilà, il ne s'est pas permis de rajouter du surplus romanesque. Non, il s'est contenté seulement à ce qu'il s'est souvenu et à ce qu'il a entendu. C'est pour ça que ces récits sont très précieux historiquement parlant, car c'est pas une fiction, c'est pas un roman, c'est pas une histoire inventée. Il s'agit là d'un témoignage historique d'une personne du passé. La maison d'édition de la Cité Interdite a sorti sa première édition en 92, mais le livre connaît souvent de nouvelles éditions.
Contrairement aux eunuques et à la famille impériale, la vie des femmes de cour était méconnue du grand public, et ce depuis toujours. Donc personne en dehors du palais était au courant, savait comment vivait une dame de cour, quel était son quotidien. Durant les dynasties précédentes, les femmes de cour étaient vues comme des servantes dévouées à servir toute leur vie leurs maîtres et maîtresses sans avoir la possibilité un jour de retrouver leur liberté. Cloîtrées entre les murs des palais impériaux, ces femmes étaient entourées de mystères et ont fasciné un bon nombre de poètes et d'auteurs anciens. Durant la dynastie Qing, qui, je précise encore une fois, était une dynastie tenue par les Mandchous, la plupart des jeunes filles des familles Mandchous étaient recrutées par le ministère de l'Intérieur pour servir la famille impériale dans la cité interdite. Alors le recrutement se faisait relativement jeune. Le plus souvent, les filles, elles avaient entre 13 et 14 ans quand elles rentraient en service au palais. Elles y passaient 4-5 ans jusqu'à l'âge des 18 ans. Puis elles pouvaient ensuite repartir, quitter leur service au palais impérial et faire leur vie, se marier. Voilà. Si durant leur service, les filles avaient réussi à se faire bien voir par leur maîtresse, elles pouvaient espérer un bon mariage avec un garde ou un fonctionnaire ou un autre homme de bon parti. Et si par malheur elles s'étaient attirées les foudres de leur maîtresse, elles étaient battues cul nu et renvoyées si elles ne mouraient pas avant les coups. Et là, elles ne pouvaient rien espérer. Une dame de cour qui se faisait punir par sa maîtresse ne pouvait pas revenir la servir ensuite, car la jeune fille pouvait garder en elle une certaine rancune et pouvait devenir un danger pour sa maîtresse. Alors si les hommes mandchous n'avaient pas le droit de devenir eunuques, les femmes de l'ethnie Han, quant à elles, n'avaient pas le droit de devenir dames de cour. Elles n'avaient pas le droit de servir les différents membres de la famille impériale. Il y avait quand même des femmes non mandchous qui servaient dans la cité interdite. Seulement, elles étaient cantonnées aux ateliers comme l'atelier de couture par exemple. Et leur mode de vie était bien moins sévère que celui des dames de cour qui servaient la famille impériale, l'impératrice douairière, l'impératrice et différentes concubines. Les dames de cour non mandchous étaient bien plus libres. Par exemple, contrairement aux dames de cour mandchous, les dames de cour des autres ethnies, les Han, etc., pouvaient sortir de la cité interdite. Mais elles pouvaient sortir que la journée. Elles ne devaient pas découcher. Elles devaient revenir le soir et recommencer leur service le lendemain. Un autre exemple, elles pouvaient entretenir des relations amoureuses avec les eunuques et vivaient même en couple dans une partie délaissée de la cité interdite. Les supérieurs savaient très bien ce qu'il se passait, mais fermaient les yeux. Toutes les informations que je viens de vous dire là n'ont pas été inventées, hein. Elles ont été écrites noir sur blanc dans le livre Mémoire d'une dame de cour dans la cité interdite. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans le livre, parce que ce n'est pas mon but. Mon but à moi, c'est de vous faire découvrir cette œuvre. Voilà. Alors dans ce livre, on ne lit pas simplement une histoire, non, on se plonge directement dans le passé le plus intime de Rejong'er, une ancienne dame de cour qui avait servi l'effroyable impératrice Cixi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. On y découvre avec fascination et parfois avec effroi les mœurs, les codes de conduite, l'alimentation, l'habillement, les jours de fête, les cérémonies et plein d'autres aspects du quotidien dans la cité interdite à la fin du 19e. Alors dans cette vidéo, je vais nommer l'ancienne dame de cour avec le terme chinois qui se trouve dans la version originale, parce que ça va être moins redondant que à chaque fois répéter l'ancienne dame de cour. Donc voilà, je vais dire le terme en chinois pour désigner l'ancienne dame de cour. Lao Gong Nu, c'est donc comme ça que je vais la nommer. Lao veut dire vieux, vieille, ancien, ancienne. Gong Nu est le terme qui désigne les dames de cour. Donc Lao Gong Nu veut tout simplement dire vieille dame de cour ou ancienne dame de cour. Bien, parlons un peu de cette Lao Gong Nu. Comme la majorité des jeunes filles mandchous, Lao Gong Nu est entrée à la cité interdite alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, afin de servir la famille impériale. C'est donc à l'âge de 13 ans qu'elle a commencé à servir la grande impératrice douairière Cixi, et sa mission principale était de servir à fumer l'impératrice de l'Occident, autre nom pour désigner Cixi.
Mais bien entendu, elle avait bien d'autres travaux à effectuer au sein du Palais des Beautés. Elle a donc ainsi passé ses 5 premières années dans la cité interdite en suivant strictement le protocole qui avait été instauré des siècles et des siècles et des siècles plus tôt. C'est dans la peur que chaque jour, elle et ses consoeurs se soumettaient aux obligeances de leur maîtresse. Lao Gongnu étant dégourdie et intelligente, elle s'est rapidement fait apprécier par la vieille impératrice et lorsque la jeune fille avait atteint ses 18 ans, Cixi l'avait même mariée à un eunuque, l'eunuque Liu, le coiffeur de l'empereur Guangxu. Ce mariage était en réalité un véritable cadeau empoisonné pour notre Lao Gongnu. D'ailleurs, elle n'a jamais compris pourquoi Cixi, qui pourtant l'appréciait, l'a fait marier à un eunuque et surtout l'eunuque Léo. Alors peut-être que la terrible impératrice ne supportait pas de voir les femmes proches d'elle heureuses en amour. Mystère. En tout cas, même pas un an après leur mariage, Hollonger avait supplié l'impératrice douairière Cixi de revenir la servir à la cité interdite. Et Cixi avait exceptionnellement accepté cette demande. C'est pour ça que Lao Gongnu est revenu dans la cité interdite pour continuer à servir Cixi durant quelques temps. Je crois que ça a duré 1 ou 2 ans. Voilà. Il faut savoir aussi que Lao Gongnu a fait partie du convoi de fuite de la famille impériale lorsque les étrangers ont envahi la capitale chinoise en 1900. Elle a ensuite quitté son service à la cité interdite quelques années après, donc ça devait être dans les années 1901-1902, et elle est partie vivre avec son mari, voilà, une vie de peine et si peu de plaisir. Son mari est mort assez jeune, Rojonger, elle avait à peine 30 ans quand elle est devenue veuve, et elle n'a jamais refait sa vie. Voilà, elle est toujours restée fidèle à son mari, bien qu'elle ne l'a jamais aimé. Après la mort de son mari, sa maison a subi un cambriolage où toutes ses précieuses affaires, cumulées durant ses années de service, ont été volées. Parmi toutes ces affaires, il y avait tous les cadeaux faits par l'impératrice douairière quand la jeune femme a quitté sa vie au palais, ainsi que ses cadeaux de mariage. Après ça, sans un sou, elle est allée vivre dans un tout petit appartement d'une pièce d'un Yuan. Elle est allée vivre modestement là avec ses 2 frères cadets célibataires et elle vivait en faisant la lessive pour les voisins, des travaux de couture et était très appréciée par les gens. Petite femme discrète, polie, assidue et propre, les gens ne pouvaient montrer qu'un grand respect pour elle et son passé. C'est durant sa vie dans le Yuan qu'elle a rencontré Jin Yi, l'auteur des Mémoires d'une dame de cour dans la cité interdite. Jeune étudiant en littérature chinoise et féru d'histoire, lui et quelques de ses camarades venaient souvent rendre visite à la vieille dame et l'écoutaient respectueusement. Une dizaine d'années plus tard, et sachant que la vieille dame vivait dans une extrême pauvreté, Jin Yi reprit contact avec elle pour lui proposer de venir habiter chez lui et de travailler comme femme de ménage, le temps qu'il guérisse de sa maladie. C'est comme ça que Lao Gongnu est allée habiter chez la famille Wang. Elle a aussi révélé son épopée vers Xi'an avec la famille impériale qui était en fuite. Comment, alors qu'ils étaient seuls sous la chaleur humide, ils ont fait leur route sans rien avoir à manger, en se cachant. Comment leur convoi s'est heurté aux bandits. Elle lui raconte aussi comment elle a entendu l'eunuque Cui Yugui avouer le crime de la concubine Chen que Cixi avait commandité. Elle a pendant 10 ans accepté de révéler tous ses souvenirs douloureux, mais a toujours refusé de raconter sa vie avec son époux, l'eunuque Liu, et elle est également restée très vague sur sa famille. Mais après quelques années de service dans la famille de Jin Yi, Lao Gongnu a été obligé de quitter son travail. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois avait interdit toute forme d'esclavagisme, donc plus personne n'avait le droit d'employer des femmes de ménage, des domestiques chez eux. Mais elle a continué d'aller les voir régulièrement car elle était considérée comme un proche, comme une personne de la famille. Sentant que sa fin était proche, la vieille femme les a quittés définitivement pour aller vivre près du cimetière des eunuques où reposait son défunt mari. On ne sait pas quand cette personne venant tout droit du passé est morte, comment elle a fini sa vie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle nous a laissé de précieuses informations historiques. Alors bien entendu, on ne peut pas prendre comme vérité absolue les témoignages d'une seule personne.
Mais en revanche, ça peut nous donner une petite idée sur la vie, sur le quotidien de ces femmes de cour à la cité interdite dans cette période-là. Alors, étant donné que j'ai lu la version française avant d'avoir lu la version originale en chinois, ben, je vais commencer par vous lire la traduction française. Donc, l'œuvre qui a été écrite par Jin Yi a été traduite par un certain Dong Qiang. Désolé, je ne sais pas si je prononce bien, parce que j'ai juste le nom en pinyin et il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de ton, donc je ne sais pas quel caractère c'est, donc je ne sais pas du tout la prononciation, mais je pense que c'est un monsieur. Voilà, bref, donc si vous ne lisez pas le chinois, pas de panique, voilà, le livre traduit en français est disponible aux éditions Piquier, voilà, aux éditions Philippe Piquier, Piquier Poche, c'est un livre poche, et il coûte 8 €. Il fait 191 pages, il y a 14 pages de préface, il y a 7 pages d'introduction. Le livre est ensuite articulé en 4 parties, à savoir la première partie, la vie des dames de cour, deuxième partie, la vie quotidienne de l'impératrice Cixi, la troisième partie, le petit et le grand remplissage de grenier, quatrième partie, la vie de Rejong'er avec l'eunuque Liu. Chaque partie sont elles-mêmes coupées en de petits textes. Pour certains, ils ne font même pas une page. C'est donc un petit livre qui se lit facilement, en quelques heures seulement. Petit livre, mais très détaillé. On y apprend plein de choses. Par exemple, la préparation des fards, la fabrication du fard à rouge, comment s'habiller, voilà. Qu'est-ce qu'on y apprend encore? L'entrée au palais des beautés, se présenter devant les autres. Comment se déplacer, parce qu'il y avait des règles pour se déplacer dans la cité interdite, hein, on ne se déplaçait pas comme on voulait. Comment revoir les membres de sa famille, transmettre les signaux. Et oui, comme je vous ai dit, tous les gestes étaient codifiés. Voilà, on y apprend aussi le quotidien de l'impératrice Cixi, comment elle lisait les rapports politiques, comment elle mangeait le midi, les repas du midi, comment elle donnait des leçons à l'empereur Guangxu. Voilà, voilà. C'est un petit livre, mais très 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 détaillé. Voilà, je le conseille à tout le monde, vraiment tout le monde. Mais, si vous savez lire le chinois, ou si vous êtes en train d'apprendre le chinois, je vous conseille fortement de lire la version originale en chinois. Parce que bien que j'ai été fascinée quand j'ai lu la version française, quand j'ai lu la version traduite, je suis tombée des nues quand j'ai commencé la version originale. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça après, ne vous inquiétez pas. Bref, revenons au livre. Le livre contient également une série de photos, une série de 20 photos qui se trouvent au milieu du livre. À la fin de la première partie, donc la fin de la première partie, c'était la vie des dames de cour, et juste avant la deuxième partie, la vie quotidienne de l'impératrice douairière Cixi. Ah, et petit détail par rapport à la traduction de monsieur Dong Qiang, désolé si je prononce mal, c'est que le traducteur a opté pour traduire littéralement toutes les appellations, toutes les salutations dans la cité interdite. Je ne vous cache pas que ça fait bizarre de lire des traductions littérales de toutes ces appellations, de toutes ces formulations. Ça peut rendre la lecture redondante. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas toutes les formulations et appellations dans la langue originale, il aura du mal à garder son sérieux, je pense. Nous étions également soumises à certaines règles ancestrales. S'il était permis de battre, il n'était pas autorisé d'injurier. Tout le monde sert le dragon, personne n'a le droit d'injurier l'autre, dit la parole des grands ancêtres. En injuriant, on risquait de prononcer des paroles malsaines, et tout le monde dans la cour pouvait se sentir agressé par ces mots. Comme on ne pouvait recourir aux injures, on faisait donc appel aux coups de bâton. Ils étaient muets. J'ai reçu, durant mes premières années, je ne sais combien de coups sur la tête.
Commencez par frapper, on parlera du problème après, était une règle d'or. Il n'est pas exagéré de dire qu'une dame de cour était formée à ses débuts à coups de poing et de bâton. Passons maintenant au livre en langue originale, le livre en chinois. Le livre en langue chinoise est bien évidemment disponible en format papier, mais si vous n'êtes pas en Chine, ça va être difficile peut-être pour vous de vous le procurer. Mais il existe également un format électronique. D'ailleurs, c'est avec un format électronique que j'ai pu lire le livre en chinois. Alors, j'ai téléchargé l'édition de 2010 de la maison d'édition The Forbidden City Publishing House. Désolée pour mon accent super anglais coupé au couteau. La version chinoise s'intitule Gongnu Tan Wanglu et j'ai eu un peu de mal à trouver le titre en chinois à partir du titre en français et même des informations du livre en français parce que c'est écrit nulle part. Je ne sais pas pourquoi les maisons d'édition francophones ne divulguent pas les titres des œuvres en langue originale. Mais bon, passons. Le livre fait un total de 386 pages. La préface débute à la 7e page et a été écrite par monsieur Yang Naiji. Vous vous souvenez, l'ancien élève de monsieur Jin Yi. Le prologue de l'auteur débute à la 11e page et le récit commence vraiment qu'à la 15e page. L'œuvre est ensuite composée de 6 parties. La première, Gong Nu Sheng Huo, la vie d'une dame de cour. Cixi Qi Ju, la vie quotidienne de l'impératrice Cixi. Qinggong Xi Su, les coutumes du palais impérial des Qing. Lianggong Xi Xing, la fuite de la famille impériale vers l'ouest. Gong Wei Suo Ji, petites histoires des concubines impériales. Et Hou Ji, un épilogue contenant un texte de Jin Yi, un texte de monsieur Liu Yaoxin, un vieil ami de l'auteur, qui explique comment ils ont rencontré Lao Gongnu. Il fait aussi une description assez détaillée de la vie de Lao Gongnu quand elle vivait dans ce petit Seheyuan. Puis de toute façon, toutes les informations que je vous ai dit en début de vidéo viennent du livre original. Et puis enfin, il y a le texte de l'épouse de Wang Xifan qui raconte toute leur vie. D'ailleurs, toutes les informations que je vous ai dit au début de la vidéo, aussi elles viennent de ce texte-là. Le livre contient aussi des photos d'archives. D'ailleurs, j'ai repris quelques photos pour animer aussi le reste de la vidéo. Le style d'écriture est vraiment facile. Jin Yi, il l'a expliqué dans sa préface, et je vais vous le redire. Il a essayé de rester le plus proche possible des récits de la vieille femme. Il n'a pas romancé ou inventé des choses. Non, il restait très fidèle à ce qu'il a entendu. Donc c'est un langage assez oral qui est présenté dans ce livre. Bien entendu, il y a quelques expressions anciennes, des expressions pékinoises dans ce livre, mais là, pas de panique à bord, encore une fois. L'auteur a pris la peine d'expliquer toutes ces expressions entre parenthèses. Lao Gongnu était une femme qui parlait extrêmement bien, donc ses récits sont fluides, ils sont clairs, ils sont simples et ils sont très détaillés. C'est pour ça que je vous dis, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en chinois, allez-y, foncez quand même parce que ce n'est pas si difficile que ça. La préface écrite par monsieur Yang Naiji est un peu plus difficile que le reste du livre, mais une fois cette préface passée, la lecture deviendra assez facile. C'est juste une question de vocabulaire car, comme je viens de vous le dire, les récits sont extrêmement détaillés. Donc munissez-vous d'un bon dico et ce sera ok. Donc n'ayez pas peur et foncez. Et pour argumenter mes dires, je vais vous lire un petit passage du livre. Voilà, j'ai choisi un tout petit passage, j'ai essayé de choisir un tout petit passage qui n'a pas été traduit dans la traduction française. Je tiens à préciser que ma prononciation est loin d'être parfaite en chinois. La traduction, vu qu'elle ne figure pas dans le livre traduit, et c'est moi qui l'a fait et je ne suis pas traductrice professionnelle, donc ça risque d'être bancal, mais je vais faire de mon mieux. Le principal, c'est que vous compreniez ce que je dis, quoi. Bon, allez, c'est parti, moment lecture. Gong Qing里最重要的事，依我看是睡觉。一切行动做过的安排都要以睡觉为主。皇帝、皇后、太后
小主格格们都要睡小午觉，早晨要早起，不论春夏秋冬，5点至6点即起来，7点以前要梳洗完毕。就是小主在屋子里闲坐或庭院里遛弯，也必须光头净脸。皇上也是最晚9点到10点间就寝，到11点至1点之间正是浓睡的时刻。白天也是这样，11点至1点必须午睡，这叫得天地阴阳的正气，是健康长寿的秘诀，是精神畅旺的保证。恭敬祖宗的家法，绝不许晚上贪玩熬夜不睡，也不许早晨睡2觉不起床。宫里上下几千人都要切实遵守这个规矩。老太后更是精神旺盛，就是在园子里也从没有在5点以后起过床。这是大清国入关以来的传统，老祖宗历代传留下来的家法。谁要怠慢了这个制度，贴身的宫女或太监就要传杖挨板子。打宫女太监看你当主子的脸往哪里放，所以当宫女太监的就要随时提醒主子注意了。我在宫里7、8年，从来没看见过衣冠不整、头发蓬松的人。J'espère que ce petit extrait en chinois vous a donné envie de lire la version originale. Oui, non? Vous avez vu, les tournures de phrases sont pas super compliquées. C'est juste une question de vocabulaire. Alors pourquoi je vous conseille fortement de lire directement la version originale, la version chinoise? Tout simplement parce que la version chinoise est bien plus complète que la version traduite en français. Alors attention, dans cette partie-là, je ne vais pas critiquer bêtement la traduction française en disant c'est trop nul. Non, je vais seulement vous énumérer point par point toutes les différences qu'il y a entre les deux versions. Mon but n'est pas de descendre le travail de monsieur Dong Qiang, le traducteur. Je sais qu'un travail de traduction est extrêmement fastidieux et pour ma part, il a fait un bon travail en soi. Mais je pense que ce travail-là n'est pas une traduction comme on l'entend. Je pense plutôt que son travail a été un remaniement de l'œuvre et non une traduction, une simple traduction. Pourquoi? Comme je disais, il y a beaucoup de choses manquantes dans la traduction et il y a beaucoup de choses qui changent. Il manque des récits, il manque des parties, il y a des changements dans les différentes personnes énumérées, il y a des changements également dans les histoires. Et la construction même de l'œuvre est différente d'une version à l'autre. Ça m'avait beaucoup énervé au début. Je me suis sentie comme trahie en information, trahie en contenu. Mais même maintenant, je dois bien l'avouer, je reste assez perplexe face à la traduction française. Pourquoi avoir fait autant de changements? Alors peut-être que le traducteur a reçu des consignes de la maison d'édition, qui se sont mis d'accord sur certains aspects de l'œuvre. Voilà, on rajoute des parties, on en enlève. Peut-être c'est dû aussi parce que c'est un format poche, mais je pense qu'il n'y a que ce livre en format poche qui est disponible. Je ne pense pas qu'il y ait un autre format disponible. J'ai également vu sur internet que les mémoires d'une dame de cour dans la cité interdite ainsi que les mémoires d'un eunuque dans la cité interdite, ces deux livres-là ont fusionné pour en faire juste un seul. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour ça que certains récits sont manquants? De peur peut-être que ce soit répétitif d'un ouvrage à l'autre. Mais si c'est le cas, je trouve que c'est dommage parce que les deux livres sont extrêmement différents. Et le but, la construction même de ces deux ouvrages sont complètement différents. On peut considérer l'un comme un récit de témoignage historique, un ouvrage qui est pris comme référence par les historiens chinois, et l'autre comme une biographie romancée. Et puis même si les deux ouvrages racontent un même fait historique, là je pointe notamment la partie La fuite de la famille impériale vers l'ouest, les deux personnes ont deux points de vue et témoignages différents. S'il avait fallu en choisir un des deux, j'aurais plutôt opté pour le témoignage de Lao Gongnu, qui est bien plus détaillé et plausible que celui de l'eunuque Yu Chunhe, dont ces récits sont, comme l'a expliqué sa traductrice Madame Nadine Perron dans l'introduction,
sont passés entre les mains de l'écrivain Dan Shi qui a remanié l'histoire pour que le livre ressemble plus à un roman. Alors je ne sais pas pourquoi ce choix d'abandon de récit a été fait. Il doit y avoir une bonne raison, mais je ne la connais pas et je pense que je ne la connaîtrai jamais. Donc ça ne sert à rien que je m'étende dans les spéculations et passons directement aux différences que j'ai notées entre la traduction française et l'œuvre originale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le livre n'a pas été traduit. Le traducteur et sûrement la maison d'édition ont fait le choix de laisser tomber certains passages du livre original. Donc s'il y a des récits manquants dans la traduction française, il est normal que l'ordre de ces récits soit également différent d'une œuvre à une autre. Un petit exemple pour animer mon propos, interdiction de gifler se trouve juste après interdiction d'injurier dans l'œuvre originale, alors que dans sa traduction, Dong Qiang les a séparés de 4 récits. En réalité, la version française regroupe des informations venant de plusieurs récits différents de l'œuvre originale, pour ensuite former des récits plus compressés, plus compacts. Dans son épilogue, Jin Yi explique avoir essayé de classer les récits par thème dans différentes parties, mais qu'il avoue avoir eu du mal pour certains. Étant donné que la vieille dame s'éloignait souvent de ses histoires quand elle les contait, et que Jin Yi s'est juste contenté de retranscrire ces histoires telles qu'il les avait entendues, on remarque clairement les divagations et les changements de sujet dans les dires de la Lao Gongnu. Donc il se peut que le traducteur et la maison d'édition ont fait le choix de regrouper toutes les informations d'un même sujet dans un et seul même récit, pour ensuite former une suite bien plus logique dans l'œuvre. Dans la première partie, par exemple, la vie des dames de cour, la toilette, comment s'habiller et la fabrication du phare rouge à la page 36, Rojonger explique comment elle s'habillait à la cour, les règles de beauté à respecter, etc., etc. Or, dans la version originale, ces informations sont rattachées à 2 histoires complètement différentes. L'une vient du récit Yifu Daban à la page 28-29 et l'autre vient d'une histoire bien plus longue de plusieurs récits qui débute à la page 107, où elle explique que le lendemain du Nouvel An, l'eunuque Li Lianying lui avait offert quelques mets venant du repas du Nouvel An de l'impératrice douairière, ainsi qu'une demi-journée de congé pour rencontrer sa famille. Elle explique dans cette histoire comment le lendemain elle s'était préparée. C'est dans cette histoire-là qu'elle continue ses descriptions vestimentaires, qu'elle parle des règles de beauté des dames de cour, des punitions si elles ne le respectaient pas, etc. Bref, le traducteur a fait le choix d'omettre un bon nombre de récits très intéressants, des récits qui parlent des différents membres de la famille impériale, comme Taag, le premier prince héritier avant Puyi, ou la sœur de l'impératrice Cixi, la mère de l'impératrice Longyu qui battait son mari drogué à l'opium à longueur de journée. Il y a aussi des informations sur les différentes princesses qui tenaient compagnie à Cixi. Dans ces récits, Lao Gongnu parle même de la petite sœur de l'eunuque Li Lianying, l'eunuque favori de Cixi. D'ailleurs, il y a tout un récit consacré à cette eunuque qui ne figure pas dans les livres traduits. La traduction a occulté un bon nombre d'informations sur le quotidien de l'empereur Guangxu, sur les impératrices, sur les concubines. Et il y a même un récit amusant qui décrit le soir du Nouvel An où toutes les dames de cour de Cixi jouaient à un jeu et que Li Lianying avait pris part au jeu avec elle, et comme l'eunuque n'arrêtait pas de perdre, l'impératrice Cixi était morte de rire avec ses servantes. Ce soir-là, même le petit singe adoré de l'impératrice douairière avait eu la possibilité de lancer les dés. D'ailleurs, en parlant du petit singe de l'impératrice douairière Cixi, ça me fait penser que dans la version originale, Lao Gongnu se souvient clairement que l'impératrice Cixi adorait les animaux, et il y a tout un récit sur les différents oiseaux qui égayaient les journées de la vieille dame au nouveau palais d'été. Bon, ce récit-là, il a été traduit dans l'œuvre française. Mais tout le récit du petit singe, ou même des différents chats de la vieille dame, tout ça n'a pas été traduit, quoi. Alors il y a de nombreux récits manquants dans la version française, j'arrête pas de me le répéter, oui bon ça va. Mais il y a également aussi des parties entières qui sont manquantes à l'appel. Si vous vous souvenez bien, j'ai dit en début de vidéo que le livre en français est articulé en 4 parties. La version originale en contient 6. Mais je ne peux pas vous dire exactement quelles parties sont manquantes,
car le traducteur a lui-même créé des parties regroupant des récits qui sont de la même nature. Par contre, il manque bien une grosse partie importante que j'ai déjà mentionnée tout à l'heure, c'est la quatrième partie, les Gongxi Xing, la fuite de la famille impériale vers l'ouest. Dans cette partie riche en informations historiques, on apprend comment ceci a commandité le meurtre de la concubine Zhen, la bien-aimée de l'empereur Guangxu. Elle raconte comment, le lendemain, l'eunuque Li Lianying avait rapporté la nouvelle que les étrangers envahissaient la capitale et la cité interdite. Elle explique que, sous l'ordre de ceci, elle a elle-même coupé les 2 ongles longs de 15 cm de la vieille impératrice douairière. Après, elle raconte aussi comment les quelques membres de la famille impériale ont fui déguisés en Han dans 2 petits chariots tirés par des mulets, avec seulement une poignée d'eunuques et de femmes de cour à leur service. Elle nous raconte avec émotion comment se sont passés les adieux entre ceux qui partaient et ceux qui devaient rester dans la cité interdite. C'est tellement bien raconté, avec tellement de détails minutieux que on vit les scènes. On est avec elle dans ce petit chariot, on a mal avec elle, on a faim avec elle, on a sommeil avec elle, on est triste avec elle. C'est vraiment une grosse partie très intéressante. Dans la version chinoise, il y a aussi toute une partie consacrée aux eunuques. Lao Gongnu raconte comment un vieil eunuque, Zhang Fu, lui a raconté sa castration dans les moindres détails et pourquoi il était devenu eunuque aussi. Mais comme le souligne l'auteur Jin Yi, il n'est pas sûr que la vieille femme lui ait dit la vérité à propos de cette histoire. Non que l'histoire qu'elle raconte est fausse, mais que en réalité, elle aurait pudiquement menti sur la personne. Jin Yi pense plutôt que c'est son mari l'eunuque Liu qui lui a raconté sa propre histoire et non ce vieil eunuque Zhang Fu, car comment la vieille dame de cour avait décrit ce vieil homme, il était peu probable qu'il ait raconté son opération de castration dans les moindres détails à des jeunes filles de 15 ans. Comme l'a dit Monsieur Jin Yi dans son livre, la Lao Gongnu était très pudique quand il s'agissait de sa vie avec son mari l'eunuque Liu et de sa famille. Elle refusait catégoriquement d'en parler. C'est donc fort possible que le récit qui fait question de la castration de cet homme était en vérité celui de son mari. Le traducteur a également créé la quatrième partie, la vie de Helonger avec l'eunuque Liu, en rattachant des histoires qui n'ont rien en commun avec cet homme. Je vais revenir sur ce point dans un instant, mais avant ça, je voudrais repréciser quelque chose. La vieille dame de cour a toujours refusé de parler de sa vie avec son mari. Les seules fois où elle a accepté d'en parler, c'est la fois où elle a expliqué à Jin Yi le travail de son mari. Comment il s'entraînait chaque jour à couper les poils de son bras, comment il coupait et rasait l'empereur d'une seule main. Elle avait aussi avoué que son mari la massait admirablement bien, car elle explique que l'eunuque coiffeur était aussi masseur dans le palais de massage de la cité interdite. Elle avait aussi vaguement expliqué que son mari était extrêmement jaloux et lui interdisait de sortir ou de parler à d'autres hommes. Mais à part ces 3 informations sur son mari, elle n'a rien dévoilé de plus car, comme elle l'avait expliqué à Jin Yi, elle ne voulait pas repenser à sa vie conjugale qu'elle considérait comme un vrai enfer. D'ailleurs, elle le dit bien, normalement la vie d'une femme commence avec son mariage, or la mienne a pris fin lorsque j'ai épousé Liu. Donc le fait qu'elle avait honte de lui lorsqu'elle l'accompagnait dehors manger des bobobing, je ne sais pas d'où cette information sort, mais pas de la version chinoise que j'ai lue en tout cas. Attention, le récit sur les fameuses galettes traditionnelles pékinoises existe bien. Par contre, c'est juste qu'il ne s'agit pas de l'eunuque Liu et Lao Gongnu n'a jamais précisé qu'elle avait honte de son mari. Alors je peux à la limite comprendre pourquoi le traducteur a fait le choix, s'est pris la liberté de regrouper certains points de récits différents pour en former un autre récit plus compacté, plus logique. Mais ce que je ne cautionne pas, c'est de changer directement un personnage dans un récit. Le fait d'attribuer une histoire à une personne complètement étrangère à celle-ci. J'ai principalement noté 2 gros exemples comme ça. C'est 2 exemples qui m'ont sauté aux yeux lors de ma lecture. Premier exemple, comme je viens de l'évoquer à l'instant, dans sa 4e partie, la vie de Helonger avec l'eunuque Liu et l'opium à la page 184-191, le traducteur traduit le récit que Lao Gongnu fait sur son mari, qu'il achetait des grosses galettes mandchoues pour fanfaronner, qu'il faisait tomber les miettes par terre, qu'il mangeait en faisant du bruit et en se la pétant, qu'il dépensait tout son argent dès le début du mois dans l'opium et dans de grands repas, mais qu'il survivait comme il le pouvait le reste du mois. Bref,
Or, dans l'œuvre originale, toute cette partie-là n'est pas rattachée à cet homme-là. Lors d'un jour du début de l'hiver, l'ancienne servante était d'humeur joyeuse et avait raconté à Jin-Yi, qui était encore alité parce qu'il était malade, vous vous souvenez bien, les habitudes des riches maîtres mandchous à la fin de la dynastie. En aucun cas il s'agit de son époux Liu le coiffeur. Deuxième exemple que j'ai noté, dans sa première partie, La vie des dames de cour, le traducteur raconte dans le récit la plus grande joie recevoir des membres de sa famille, à la page 45-46, qu'un jour, le frère aîné de Rejonger lui avait trouvé un criquet chanteur dans une cage tressée en bambou, qu'elle avait ensuite offert à l'impératrice douairière Cixi. Or, dans le récit original, elle ne détaille pas qui lui a offert ce criquet et cette cage. Il y a également une grosse différence entre la présentation du texte chinois et du texte français. La construction même du livre est différente d'une version à une autre. Dans l'œuvre chinoise, l'auteur Jin-Yi fait beaucoup d'apartés décrivant la vieille dame de cour en train de raconter ses histoires, qu'est-ce qu'elle faisait pendant qu'elle les racontait, ses longs moments de silence, ses larmes. Jin-Yi explique aussi dans quel contexte il venait à discuter de tel ou tel souvenir. Il nous décrit les manières et les coutumes mandchous que la vieille dame de cour avait gardées. La construction du livre en chinois me fait penser à un journal intime de l'auteur. Il se replonge dans ses souvenirs et met entre guillemets les paroles de Rejonger. Il ne se contente pas de mettre par écrit ce qu'elle a dit. Un récit est toujours accompagné d'une description du moment où la vieille femme le racontait, comme un récit est toujours accompagné du sentiment présent de l'auteur qui est en train de le mettre par écrit 40 ans plus tard. La construction du livre en français est totalement différente parce que la place de l'auteur et ses apartés sont, pour un bon nombre, inexistants. La version française a vaguement regroupé quelques apartés dans l'introduction et au milieu du récit, la fête du 7e jour de la 7e lune, à la page 140-156. En fait, l'introduction est un petit résumé des explications de l'auteur Jin-Yi. Donc, dans la version traduite, les échanges entre l'auteur et la vieille femme ont été effacés, tout comme les descriptions faites par l'auteur sur elle. C'est bien simple, quand j'ai lu la version originale, c'est comme si je lisais une interview de l'auteur racontant et expliquant les années passées en compagnie de l'ancienne dame de cour et répétant aussi tout ce qu'elle lui avait dit. Quand j'ai lu la version française, c'est comme si je lisais le journal intime de la vieille dame de cour. Il n'y a que les dires de celle-ci, rien d'autre. On ignore dans quel état d'esprit elle était, quelles étaient ses réactions lorsqu'elle racontait et se replongeait dans ses souvenirs. Alors que ce soit dans la version française ou la version originale, il y a des photos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là également, il y a une très grosse différence. Dans la version française, nous avons un total de 22 photos, dont une en double, sûrement une erreur d'impression. Ces photos sont toutes regroupées à la fin de la première partie, à la page 64. Il y a des photos nous montrant l'impératrice douairière Cixi, ok. Des photos montrant la favorite Jin et ses dames de cour, ok. Des photos de nuque et de servantes, je suis toujours ok. Des photos de l'intérieur de la cité interdite, je suis toujours ok. Des photos de la ville de Pékin dans les années 20, c'est pas tellement la période, mais pourquoi pas. Mais des photos de Wanzhong, la première épouse de Puyi, le dernier empereur de Chine, là, il faudrait qu'on m'explique. Qu'est-ce que ces anciens clichés viennent faire là? Alors d'accord, il s'agit encore de la fin de la dynastie des Qing, mais d'une part, ce n'est pas du tout le même règne, et d'une autre part, à aucun moment dans ce livre, il est question de Wanzhong. De même pour la couverture du livre, pourquoi on a sa photo? Là, rien que la première couverture du livre peut conduire le lecteur en erreur. Bref, passons maintenant aux photos qui se trouvent dans la version originale. Donc j'ai compté, il y a un total de 101 photos dans la version originale de 2010. Ces clichés d'archives ne sont pas regroupés à un endroit précis. Les photos sont dispatchées dans les récits, mais pas n'importe comment. Elles argumentent le récit. Par exemple, lorsque la vieille dame de cour raconte toutes les étapes de préparation de la pipe à tabac de l'impératrice douairière Cixi, nous avons une photo représentant une pipe à fumer avec tous les accessoires qui vont avec. Lorsqu'elle parle des gougous, de ces dames de cour qui enseignaient leur savoir aux nouvelles recrues, eh bien il y a une photo d'une gougou avec ses deux petites élèves. Lorsque la vieille dame de cour explique le travail des coiffeurs, il y a la photo de coiffeurs ambulants avec le matériel. Lorsqu'elle nous explique les rites chamaniques, taoïstes, bouddhistes, eh ben on a la photo. Pareil quand elle parle des différents objets, des différents jeux, des personnes, des animaux. Il y a également des photos des endroits indiqués dans le livre. Bref, ils n'ont pas choisi des photos au hasard. Les photos montrées vont avec le texte. Et cela rend la lecture bien plus intéressante.
Conclusion, enfin. Alors j'ai tout d'abord lu la version française, la version traduite. J'étais complètement en fascination avec tout ce qui est écrit dedans. C'est extrêmement bien détaillé. Mais une fois que j'ai commencé la version chinoise, j'ai vite déchanté. Alors bien que le traducteur a fait un bon travail de traduction, voilà, tout est dans un langage correct, oui c'est bien traduit, mais j'ai quand même été extrêmement déçue de la version française. Alors après avoir lu entièrement la version chinoise, je ne peux pas considérer la traduction française comme une traduction à part entière, une traduction comme on peut l'imaginer. Il manque tellement de parties que pour moi ce n'est pas une traduction mais plutôt un remaniement de l'œuvre originale. Donc si vous voulez connaître beaucoup plus d'histoire, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, allez foncer lire la version originale. Voilà, si vous êtes étudiant en chinois, n'ayez pas peur, lancez-vous. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas bien compliqué. Pour ceux qui n'apprennent pas le chinois mais qui sont quand même intéressés par ce livre, lisez la version française. Bien qu'il manque pas mal de choses, c'est quand même un livre assez complet et assez détaillé, très intéressant. Voilà, il faut juste que vous gardiez en tête tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, tous les petits détails qui changent aussi. J'en suis sûre, il va vous fasciner. Comme je disais, c'est un format poche, donc il se lit très vite. Donc si parmi vous, il y en a qui n'ont pas le temps de se lancer dans une grosse lecture, ce livre, il est fait pour vous. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai donné envie de lire soit la traduction française ou soit la version originale. Et voilà, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez bien aimé, de mettre un commentaire si vous avez des questions, et de partager et de vous abonner. Ah, allez, bye bye, à la prochaine.